Dans cette vidéo, je vais présenter les grandes lignes de l'emploi dans la fonction publique et surtout des voies d'intégration dans la fonction publique. Alors je vais rester vraiment sur les grands principes. Évidemment, il y a toujours des exceptions, des cas particuliers. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail pour rester sur les grands principes d'intégration dans la fonction publique. De temps en temps, vous verrez apparaître en haut de l'écran des liens vers des vidéos qui entreront plus dans le détail. Donc n'hésitez pas à aller suivre ces liens si vous le souhaitez. Je vais d'abord aborder les emplois dans la fonction publique, puis les deux grandes voies d'entrée qui sont le concours et le contrat. Je parlerai d'abord du contrat parce que c'est plus rapide, puis ensuite j'entrerai plus dans le détail sur les concours. Mais on va d'abord faire un grand panorama très sommaire de l'emploi dans la fonction publique. Tout d'abord, de quel emploi parle-t-on? Qu'est-ce que l'on peut faire dans la fonction publique comme métier? Eh bien, par rapport au privé, on va avoir des métiers communs, on va avoir des métiers qui sont spécifiques à l'administration et des métiers qu'on ne retrouvera pas du tout dans l'administration. On va peut-être d'ailleurs parler des métiers qu'on ne retrouvera pas du tout, eh bien tout simplement le commerce, le secteur industriel. Alors évidemment, on a des entreprises publiques avec un actionnaire public qui exerce dans ces domaines, mais là on va parler vraiment des métiers de l'administration. Dans l'administration, on n'est pas là pour vendre, on n'est pas là pour fabriquer. On a aussi des métiers qu'on ne trouve que dans l'administration, des métiers liés aux fonctions propres à l'administration. Par exemple, la défense, par exemple, le fait de lever les impôts. Les fonctions de contrôle en général, par exemple, le contrôle aux frontières par les inspecteurs des douanes. Ces fonctions qu'on appelle les fonctions régaliennes. Donc, ces métiers-là, on ne va les trouver que dans l'administration. Et puis, on a tout un ensemble de métiers que l'on trouvera aussi bien dans le secteur privé que dans l'administration. Je peux être électricien dans un hôpital public, je peux m'occuper de la cantine dans un établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, etc., etc. Et là, c'est non pas le métier qui va faire la spécificité, mais bien le cadre, c'est-à-dire l'employeur. Alors, je devrais dire plutôt les employeurs, parce qu'il y a trois versants de la fonction publique, trois groupes d'employeurs. D'abord, l'État qui va employer des personnes pour son administration centrale, pour les ministères, mais également pour ses services déconcentrés. Là, on parle par exemple des rectorats, des préfectures, donc dans toute la France. On a la fonction publique territoriale, les mairies, les regroupements de communes, donc les intercommunalités, les départements et les régions. Et enfin, la fonction publique hospitalière. Donc quand on est agent de la fonction publique, on est en fait agent de l'une de ces trois fonctions publiques. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer de l'une à l'autre, on le verra un petit peu plus tard. Alors ces emplois vont être attachés chacun à une catégorie A pour les emplois que l'on qualifierait de cadres dans le secteur privé, on a même une sous-catégorie A+, pour les cadres supérieurs, une catégorie C pour les non-cadres et une catégorie B, une catégorie intermédiaire. Afin de s'y retrouver dans tous ces emplois, et ils sont extrêmement nombreux, on les a classés par filière. C'est pas vraiment une classification très stricte, mais ça permet quand même de s'y retrouver un petit peu. On a des filières techniques, on va retrouver bien sûr des emplois de catégorie A, B ou C, des emplois que l'on va qualifier d'administratifs, et puis plein d'autres filières, par exemple les enseignants dans une filière pédagogique, l'animation, le juridique, les magistrats par exemple, la sécurité, la police, la gendarmerie. Mais peut-être qu'au vu de ces filières, tu peux te poser la question, très bien, je vois bien ce que c'est qu'une filière technique, je vois bien ce que c'est que la sécurité, je vois bien ce que c'est que la justice, mais qu'est-ce que c'est que la filière administrative? Eh bien oui, la filière administrative, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu fourre-tout. En fait, ce sont les emplois qui n'appartiennent pas aux autres filières, on peut le dire. Ce sont des emplois qui ne sont ni techniques, ni juridiques, etc. Les emplois qu'on peut y retrouver, ça va aller de la personne qui s'occupe de l'admission des étudiants à l'université, de la personne qui contrôle nos impôts, comme de la personne qui, dans une mairie, va gérer la liste d'attente pour avoir une place en crèche. Donc on est sur des fonctions très diverses et qui sont tellement diverses qu'on ne va pas avoir une voie d'entrée spécifique pour chacune de ces fonctions. Alors on a vu que ces filières ne sont pas vraiment des catégories juridiques. En revanche,
chaque emploi qu'occupe un fonctionnaire est classé dans un corps. On parle de corps dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Dans la fonction publique territoriale, on parlera plutôt de cadre d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans un même corps ont le même statut. Alors, ces corps, ils sont de façon très logique distribués entre les 3 catégories, A, B et C. J'aurais dû d'ailleurs marquer la sous-catégorie A+. On les retrouve dans les 3 versants de la fonction publique et on les retrouve dans toutes les filières. Je n'ai repris ici que certains corps de la filière administrative. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'intitulé de chaque corps n'est pas très explicite. Quand on parle d'attaché en catégorie A, on ne veut pas dire qu'on est attaché à quelque chose plus qu'à autre chose. Quand on parle de secrétaire administratif en catégorie B, on ne veut pas dire qu'on fait un travail de secrétariat nécessairement. Enfin, le terme d'adjoint en catégorie C ne veut pas dire non plus grand-chose. On voit d'ailleurs que les termes peuvent être différents selon qu'ils sont utilisés pour la fonction publique d'État et pour la fonction publique territoriale, où en catégorie B, on parlera de rédacteur. Cette notion de corps, elle va de pair avec l'idée que la fonction publique française est une fonction publique de carrière. On y entre et on y reste souvent pour faire carrière, même si bien sûr on peut aussi alterner avec le secteur privé, mais la plupart du temps ce sont des carrières longues dans le public. Donc on va appartenir à l'un de ces corps, mais on va pouvoir, dans certains cas, passer d'une catégorie à l'autre, passer d'une fonction publique à l'autre, et également, tout au long de sa carrière, avoir la possibilité, alors plus ou moins théorique, de passer d'un emploi à l'autre. Alors après ce très large et bien sûr très vague tour d'horizon des emplois dans la fonction publique, on va passer aux voies d'intégration dans la fonction publique, qui leur sont bien sûr liées. On a 2 voies d'entrée, les voies d'entrée pour les fonctionnaires, les voies d'entrée pour les personnes qui seront contractuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fonctionnaire a un statut, on en a déjà parlé un petit peu. Les contractuels n'ont pas le statut donc de fonctionnaire. Les contractuels vont signer un contrat pour un emploi précis, avec des missions qui seront décrites dans ce contrat et d'ailleurs également une rémunération qui sera dans le contrat, alors que pour les fonctionnaires, la rémunération est fixée par un texte général qui s'applique à tous les agents qui ont le même statut, bien sûr en fonction ensuite des échelons, des grades, etc. Pour les fonctionnaires, il y a 2 voies d'entrée, le concours, et on va en parler en détail un peu après, mais également des voies d'entrée hors concours. Ça reste l'exception et c'est notamment réservé au personnel de catégorie C qui peuvent être recrutés sur entretien. Les contractuels sont recrutés hors concours, donc avec un processus qui ressemble énormément avec le processus de recrutement dans le secteur privé. On répond à une annonce avec un CV, une lettre de motivation, et si on est sélectionné, on peut passer un oral qui pourra mener à un emploi. Donc on va aller un petit peu plus loin sur les conditions de recrutement des contractuels. Les contractuels vont se recruter essentiellement en CDD. Il y a quelques cas de recrutement de CDI, par exemple sur des projets, mais c'est quand même l'exception. Ces CDD peuvent être de courte durée, ils peuvent être aussi jusqu'à 3 ans, renouvelables une fois. Donc au maximum, un agent contractuel travaillera 6 ans en CDD si ces contrats sont ininterrompus, s'ils se suivent. À l'issue de ces 6 ans, l'employeur public est tenu de lui proposer un CDI s'il veut conserver l'agent dans ses effectifs ou s'il peut et s'il a le budget. Donc il peut tout à fait arriver que le contrat ne soit pas prolongé. Donc le recrutement en tant que contractuel est bien évidemment un recrutement qui est moins stable que celui des fonctionnaires. Les fonctionnaires, on l'a vu, sont recrutés majoritairement par concours. Ils bénéficient de la stabilité qui est liée à leur statut. Ils sont recrutés selon 3 voies. Le concours externe qui est ouvert à tous, le concours interne qui est réservé aux agents de la fonction publique, soit qu'ils soient déjà fonctionnaires et qu'ils veuillent passer d'une catégorie à l'autre, soit qu'ils soient contractuels. Pour pouvoir se présenter au concours interne, il y a aussi une question de durée. Souvent, il faut avoir été en poste depuis au moins 4 ans. Et enfin, essentiellement pour les catégories A, on va trouver un 3e concours, mais ce n'est pas systématique, qui est réservé aux personnes qui ont déjà travaillé dans le privé ou dans le secteur associatif pendant 4 ou 5 ans et qui pourront donc en général avoir les mêmes épreuves que celles du concours interne. Et ces épreuves sont souvent moins nombreuses que celles des concours externes.
Alors j'ai dit que le concours externe était ouvert à tous, c'est pas tout à fait juste puisque bien sûr il y a des conditions à respecter. D'abord une condition de nationalité. Pour pouvoir se présenter à la plupart des concours externes, il faut être de nationalité de l'un des pays de l'espace économique européen, donc l'Union européenne plus 3 autres pays. On a aussi Andorre et Monaco. Dans certains cas, il n'y a pas de condition de nationalité, c'est par exemple le cas pour les chercheurs. Dans d'autres cas, au contraire, cette condition est plus stricte. Il faut avoir la nationalité française pour des postes qui sont aux affaires étrangères ou dans la défense. Ensuite, on a des conditions de diplôme qui ne s'appliquent pas au concours interne et au 3e concours, mais qui s'appliquent au concours externe. En catégorie A, c'est souvent la licence qui est demandée. En catégorie B, c'est le baccalauréat et parfois un bac plus 2. En catégorie C, on peut avoir des recrutements qui se font sans diplôme. Enfin, il y a quelques autres conditions, par exemple d'aptitude physique ou de non-condamnation. Je vois que je n'ai pas parlé des conditions d'âge, puisqu'en fait, il n'y a pas de conditions d'âge, sauf pour quelques concours, par exemple dans la police ou la gendarmerie. Alors, comment ça se passe quand on passe un concours ? En général, on commence par les écrits, puis les oraux. À l'issue des écrits, on espère être admissible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer l'oral, et à l'oral, si on le réussit, on sera parmi les admis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après un concours ? Eh bien, ça dépend. Dans la fonction publique d'État, et d'ailleurs aussi dans l'hospitalière, quand on passe un concours, ensuite, on a un poste. C'est un poste qui peut être précédé d'une période de formation, par exemple à l'INSP, l'ex-ENA, mais aussi quand on est inspecteur des douanes, inspecteur des finances publiques. On va aller dans une école qui va nous préparer au métier que l'on va exercer ensuite. Donc, dès cette période de formation, on a une rémunération qui n'est pas exactement celle qu'on a sur le premier poste, mais néanmoins on est rémunéré. Très différent dans la fonction publique territoriale, puisque dans la fonction publique territoriale, quand on réussit le concours, on est seulement inscrit sur une liste d'aptitudes. Cette inscription sur cette liste nous permet de postuler à des offres de poste des collectivités, mais qui sont libres de nous retenir ou non. Et on est en concurrence avec d'autres personnes qui sont déjà fonctionnaires. Donc cette période de recherche d'emploi après le concours peut durer jusqu'à 4 ans, mais on a un certain nombre de personnes qui malheureusement n'arrivent pas à trouver de poste et qui au bout des 4 ans perdent le bénéfice du concours. Alors il y a quand même une exception, c'est la ville de Paris qui elle fonctionne comme les concours de la fonction publique d'État. Donc la ville de Paris qui organise ses propres concours assure le fait d'avoir un poste à l'issue du concours. Alors voilà pour ces quelques éléments très généraux sur le recrutement dans la fonction publique. Tu trouveras sur cette même chaîne de nombreux podcasts qui vont plus dans le détail, par exemple sur le recrutement en tant que personne handicapée ou sur le lieu d'affectation après le concours. Je t'en mets une sélection ici à l'écran, mais n'hésite pas donc à aller voir sur la chaîne de Plus d'Options. N'hésite pas bien sûr aussi à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, par exemple pour être au courant du calendrier des concours, puisque j'essaye de mettre l'information sur la chaîne le plus à jour possible. Tu peux aussi rejoindre un espace de partage, c'est sur Slack, c'est entièrement gratuit, je te mets un petit tuto à la fin de les vidéos pour voir comment s'inscrire, et sur ce Slack, tu pourras partager des informations, poser des questions, accéder à des ressources qui j'espère t'aideront à trouver ta place dans la fonction publique.